Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, éventuellement un abonnement si ce n'est déjà fait. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue et j'ai vraiment besoin de vous ces temps-ci car je suis très invisibilisé par YouTube, donc mes vidéos ne sont plus recommandées ou très peu, donc s'il vous plaît, partagez. Et enfin, vérifiez que vous êtes toujours bien abonné puisque YouTube a tendance à désabonner mes abonnés. Et enfin, vérifiez que sur la petite cloche, vous ayez cliqué sur toutes afin de manquer aucune de mes notifications, aucune de mes nouvelles vidéos. Comme ça, même s'il n'y a pas de recommandation YouTube, vous serez notifié tout du moins. C'est toujours ça de prix. Bref, merci encore à tous pour tout cela. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de trois choses. La première chose, ce sera la guerre énergétique entre la Russie et l'Ukraine. Après, une guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Et enfin, on va parler de la nouvelle schizophrénie de l'Union européenne et de Zelensky qui peut nous mener loin. Bref, on va commencer par la guerre énergétique. Alors pour ceux qui me suivent, nulle surprise, j'en ai déjà parlé samedi dernier dans ma vidéo du point sur l'Ukraine, sauf que là on va aller un petit peu plus en profondeur concernant les connaissances sur le terrain. Alors sur le terrain dans le sens militaire, sur le front, mais pas que, sur le terrain aussi politique, géopolitique et bien entendu sur le terrain économique. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a présentement l'Ukraine qui frappe assez massivement des raffineries de pétrole en Russie. La Russie a décidé de répliquer massivement en frappant des infrastructures énergétiques de tous bords, hein, électriques ou gazières en Ukraine. Et puis là, tout dernièrement, surtout le gaz, hein, dans deux oblasts principaux, l'oblast de Poltava et l'oblast de Kharkov, qui ont été les plus touchés ces derniers temps, même si toute l'Ukraine est bien entendu touchée. Donc dans l'oblast de Poltava et l'oblast de Kharkov, c'est la société Naftogaz la plus importante d'Ukraine concernant le gaz qui a été touchée et d'après Bloomberg, il y a 60% du gaz ukrainien qui n'est plus utilisable en Ukraine, donc c'est gravissime, d'autant que l'hiver approche, bien entendu. Donc tout ça inquiète énormément les Ukrainiens et bien entendu, on a les infrastructures électriques perpétuellement touchées, sauf que ça va beaucoup plus loin. Là maintenant, les Russes commencent à taper tout ce qui est infrastructure énergétique venant de l'Union européenne pour aider l'Ukraine. Donc l'Ukraine qui avant comptait beaucoup sur l'Union européenne pour l'électricité et le gaz en cas de coup dur dans le pays même du fait des frappes russes, eh bien l'Ukraine, à un moment donné, va être en position extrêmement délicate, même quant à ses sources d'énergie extérieures. Et oui, quelle que soit la volonté de l'Union européenne. Donc tout ça va devenir extrêmement difficile. Alors, quelles en sont les conséquences? Alors, il y a des conséquences absolument évidentes, c'est-à-dire pour l'éclairage, ne serait-ce que cela, mais aussi pour bien d'autres choses. On a des frigos industriels qui ne marcheront plus. Donc là, au niveau de la nourriture périssable, cela va être un véritable problème. Toujours concernant les civils, eh bien, on aura des radiateurs électriques qui ne fonctionneront plus, mais aussi des radiateurs à gaz qui ne fonctionneront plus, car je vous rappelle que là, il ne reste plus qu'environ 40% de gaz, là, d'après Bloomberg, pour l'Ukraine. Et c'est à un moment donné, évidemment, plus tard, plus les jours passent, plus il y a des difficultés énergétiques, puisque les Russes ne s'arrête pas de les frapper, ces infrastructures énergétiques. Chaque jour qui passe, c'est des centaines de drones, c'est des missiles, etc. Ça ne s'arrête jamais. Donc les problèmes ne peuvent qu'aller qu'en augmentant, bien évidemment. Donc disais-je, on a les civils, alors même les frigos des civils, l'éclairage, les radiateurs, bon, le chauffage en règle générale, et puis bon, le commerce, tout simplement, les entreprises civiles qui ont besoin de fonctionner, donc qui ont besoin d'électricité, et les groupes électrogènes ne peuvent pas aider indéfiniment. Hein, les groupes électrogènes
ne sont que des options complémentaires, c'est tout. Ça ne remplace pas entièrement le réseau électrique. Alors maintenant, concernant le militaire, eh bien les militaires vont être eux aussi énormément touchés. Alors eux, ils seront touchés en dernier parce qu'ils bénéficient, eux, des réserves de groupes électrogènes imposants. Ils ont de gros dépôts de kérosène, d'essence, etc., qui leur sont alloués, bien entendu, exclusivement à eux. Donc eux, ils seront les derniers touchés, mais ils sont déjà touchés. N'oublions pas que l'effort de guerre ukrainien est absolument colossal, immense. Donc ils ont besoin de beaucoup d'énergie, ne serait-ce que pour leur industrie militaire, de fabrication de drones, de missiles, etc. Sans compter que eux aussi ont besoin de se chauffer, eux aussi ont besoin de s'éclairer, eux aussi ont besoin de faire tourner des machines-outils, etc., etc. Donc aussi bien le civil que militaire est touché de manière de plus en plus critique. Donc là où je veux en venir, c'est que la conséquence militaire, pour ne parler là que de la conséquence militaire, c'est qu'au bout d'un moment, tout va s'effondrer. Évidemment, hein, à force de tirer sur l'élastique, l'élastique il finit par craquer. Donc au niveau militaire, déjà que c'est très très juste au niveau de l'Ukraine, eh bien à un moment donné, quand il y aura des manquements impossibles à compenser, eh bien là tout va s'effondrer d'un coup de manière soudaine et abrupte, et les Russes vont en profiter grandement. Alors un dernier mot concernant cette guerre énergétique, il faut quand même préciser, et là je vais vers le côté militaire, que tout cela est arrivé que maintenant et pas par exemple il y a un an, tout simplement parce que les Russes ne peuvent produire que maintenant en très grand nombre des drones Geranva, c'est-à-dire des Géranium 2, faussement appelés dans les médias Shahed 136. D'après les Ukrainiens, les Russes en produisent quasiment 1000 par jour et on parle uniquement des Géranium 2. Donc tout ça est très impressionnant et c'est ce qui permet à la Russie de frapper aussi massivement les infrastructures énergétiques ukrainiennes maintenant. Alors comme ils en produisent toujours plus, eh bien ils peuvent se permettre de faire des frappes toujours plus massives et évidemment cela va de pair avec les missiles puisque tout comme les drones, les Russes maintenant produisent énormément de missiles aussi. Donc voilà pourquoi c'est que maintenant que les Russes tapent si fortement les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Alors autre point aussi à préciser pour en finir sur le point militaire et les drones, et bien en fait la production de drones est telle que maintenant en plus ils peuvent se permettre de frapper les voies ferrées, les locomotives, les wagons remplis d'essence ou de munitions, mais ce sont particulièrement les locomotives qui sont ciblées. Là, ces 3 dernières semaines, les Russes ont frappé avec des drones Géranium 2 plus de 40 dépôts de locomotives en Ukraine. Faut pas oublier que le transport ferroviaire est la colonne vertébrale de la logistique ukrainienne. Ne l'oublions pas. Bref, cet ajout militaire concernant la logistique via le ferroviaire était à noter. Alors maintenant, côté économique, l'Ukraine est un État sous perfusion déjà. C'est certainement l'État le plus pauvre du monde. Et je dis bien le plus pauvre du monde, vu que il ne peut bénéficier d'aucun revenu interne important. L'État ne peut pas fonctionner sans une aide extérieure. Donc comme l'a souligné Viktor Orban, l'Ukraine n'est pas un pays souverain. L'Ukraine est un pays complètement manipulé par d'autres pays, contrôlé par d'autres pays, évidemment, puisque l'Ukraine n'a plus rien et n'a même plus d'énergie. Ils n'avaient plus d'économie, ils n'ont même plus d'énergie, sans compter qu'ils n'ont plus d'hommes aussi. C'est-à-dire ils ont de moins en moins d'hommes et ça devient extrêmement grave pour le fonctionnement interne du pays. Hein, il y a des conséquences en cascade. Le fait que la population est très largement diminuée. Je vous rappelle qu'au début de la guerre, la population était d'environ 41 millions d'habitants.
Là, aux dernières nouvelles, on oscille entre 23, 27, maximum 28 millions d'habitants, hein, avec une moyenne, d'après ce que je vois, des démographes ukrainiens, on est en moyenne à 27 millions, 26 millions d'habitants là présentement. Donc bref, c'est absolument gravissime à ce niveau-là. Alors maintenant, que va pouvoir faire l'Ukraine? Ben, en réalité, l'Ukraine peut faire quelque chose. Ben, c'est de capituler, tout simplement. Le fait de capituler, eh bien, en attendant, ça permettra aux Ukrainiens, bah, d'arrêter le grignotage russe, de prendre toujours plus de territoire, et ça permettra d'éviter les morts, les blessés, et puis ça permettra, bah, un arrêt des bombardements de drones et de missiles. Donc en réalité, l'Ukraine aurait tout à gagner à capituler. Et ça couperait l'herbe sous le pied à la Russie, qui peut-être avait des projets autres que simplement les 4 oblasts qu'ils voulaient. Peut-être qu'ils en voulaient d'autres, des oblasts. Donc en réalité, l'Ukraine aurait tout à gagner à capituler, sans compter que bon, bah, ça ferait un retour rapide de la paix, et peut-être qu'enfin, bah, cela permettrait de rabibocher bah, ces deux peuples qui sont en réalité frères, hein, et qui viennent en réalité d'une branche unique. Donc ce serait vraiment très bien à tous les points de vue, bien évidemment à tous les points de vue. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette guerre énergétique. Alors maintenant, la guerre économique Chine-États-Unis. Alors cette guerre économique Chine-États-Unis, elle a démarré il y a bien bien longtemps, bien entendu. Sauf que là, cela a pris un tournant beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux que d'habitude, puisque là, les Chinois ont décidé de limiter de manière très importante les livraisons de terres rares aux États-Unis. Donc Trump, immédiatement après avoir entendu parler de cela, il a menacé la Chine de droits de douane de 100%. Alors ce n'est pas encore acté, hein, mais à mon avis ça ne saurait tarder, tout du moins si la Chine ne recule pas. Bon, je pense que la Chine ne reculera pas et continuera cette limitation de livraison de terres rares. Et d'un autre côté, pourquoi la Chine reculerait-elle? En effet, donner des terres rares aux États-Unis, bah, c'est alimenter son complexe militaro-industriel. Donc, en gros, c'est se mettre une balle dans le pied pour les Chinois que de toujours vendre des terres rares aux États-Unis. Certes, au niveau économique, les Chinois vont perdre de l'argent, mais en attendant, les grands perdants, c'est surtout les États-Unis. Parce que non seulement les États-Unis ont énormément besoin de terres rares pour leur complexe militaire-industriel, mais aussi pour leur économie civile, tout ce qui est haute technologie, ça arrêterait absolument tout. Il y en a besoin pour tout, quoi. Tout ce qui est très critique en haute technologie, incluant les batteries d'ailleurs. Donc ça handicaperait tellement les États-Unis que les États-Unis, en réalité, lâcheraient très vite du lest si vraiment la Chine était adamantine sur ses positions, si la Chine vraiment arrêtait toute distribution de terres rares aux États-Unis, il y aurait des conséquences telles aux États-Unis que ce pays-là serait obligé de céder face à la Chine. Et il n'aurait pas le choix du tout même. Hein, encore une fois, les conséquences sont en cascade, sont vraiment extrêmement nombreuses et extrêmement graves en réalité pour le pays. Donc là, cette guerre économique, bah, jusqu'où cela va déboucher? Parce que il suffit que Donald Trump s'entête en disant bon, je te mets 100% de taxes douanières, et la Chine pourrait dire ah bah si tu me mets 100%, eh bien cette fois j'arrête totalement le flux de terres rares, et on va voir si tu continues à nous mettre 100% de taxes douanières. Voilà. Et il suffit que Trump bah, s'emporte, s'entête encore une fois, et surenchérisse en mettant 150% de taxes douanières. Je dis ça comme ça, par exemple. Et la Chine pourrait très bien surenchérir elle aussi
en disant bon bah j'arrête aussi de te donner tel microprocesseur, tel boulon dont tu as besoin pour ton F-35, telle ou telle chose dont tu dépends complètement de moi, aussi bien sur le plan militaire que civil. Et oui, par exemple, dans une centrale nucléaire américaine, il y a beaucoup de pièces de maintenance qui sont en réalité totalement chinoises, qui viennent de Chine. Ce n'est qu'un exemple. Donc la Chine a énormément de moyens de pression contre les États-Unis. Je ne pense pas que Trump surenchérisse en réalité. C'est lui qui cédera le premier, selon mon humble avis. Bref, nous verrons bien, mais en tous les cas, ça peut être très très grave comme conséquence. Si évidemment l'un et l'autre s'entêtent, et surtout Trump, parce que là on parle surtout de Trump qui s'entêterait, bien sûr, hein, sachant qu'encore une fois, je le répète, il y a de très fortes chances pour que Trump en réalité cède le premier, et très vite d'ailleurs. Et enfin, le dernier sujet, on a la schizophrénie de l'Union européenne et de Zelensky. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est vis-à-vis de la Russie. Alors même avant la séquence des drones, déjà il y avait la menace fantôme russe. Déjà, bien avant le coup des drones en Pologne et ensuite sur des aérodromes un peu partout en Europe. Hein. Ça a augmenté, on va dire, les tensions, ça a augmenté d'ailleurs le narratif, hein, ça a augmenté la propagande anti-russe, bien évidemment. Il y a eu le coup des 3 MiG-31 qu'aurait survolé l'espace aérien estonien. Ensuite, il y a eu le tanker arraisonné par les Français. Et là, tout dernièrement, on a un sous-marin qui est un sous-marin russe qui est passé par la Manche, qui a été vu. Et les grands médias se sont moqués des Russes en disant regardez, il y a un sous-marin russe qui est passé par là et il a eu un accident, il est obligé de remonter. Oh là là, vraiment, les Russes sont très mauvais. Bon, ça c'est une énorme fausse information. En réalité, le bateau russe qui est passé par la Manche était à l'air libre parce que selon les lois internationales, les sous-marins qui passent par là doivent circuler à l'air libre afin d'être vus. C'est les lois internationales. Donc le sous-marin russe n'a fait que respecter la loi internationale. Donc voilà. Alors maintenant, le fait qu'on donne ce narratif dans les grands médias, ça s'ajoute à tout le reste, hein, aux cyberattaques, aux punaises de lit, etc. La liste est sans fin et ne fera qu'augmenter, bien évidemment. Alors pourquoi schizophrène? C'est parce qu'on nous dit menace russe, les Russes vont aller jusqu'à Berlin, à Paris et même à Londres. Et on vous le jure, hein, c'est sûr et certain, maximum d'ici 5 ans, ils seront en Europe. C'est ce qu'a dit Boris Pistorius, mais bien d'autres encore. Et enfin, là, tout dernièrement sur la schizophrénie générale, on a un Marc Rutte qui a fait une déclaration absolument extraordinaire à une conférence de l'OTAN en disant que la Chine forcera la Russie à attaquer l'OTAN afin que la Chine puisse faire ses affaires ailleurs, par exemple à Taïwan. Voilà. Donc tout ça pour affaiblir l'OTAN. Imaginez-vous la Chine forcer la Russie à attaquer l'OTAN. Imaginez-vous. Bon, d'ailleurs, je n'invente rien, je vais vous montrer tout de suite la vidéo. It's highly likely that China will force the junior partner in that relationship, being Russia, under the leadership of Vladimir Putin, to move against NATO here, to keep us busy. Bon, vous avez vu cette vidéo absolument extraordinaire. Bref, alors, c'est complètement schizophrène. C'est de la folie pure. Il n'y a pas de raisonnement là-dedans. Alors évidemment, déjà, bien sûr que la Russie est une menace fantôme. Pourquoi la Russie ferait-elle ça? Ça apporterait quoi à la Russie de faire la guerre à l'OTAN et d'envahir l'Europe? Qu'est-ce que cela apporterait à la Russie? C'est quoi le mobile, comme on dit? Donc le mobile, on n'en parle jamais. Vous notez que dans les médias, non seulement on ne dit jamais pourquoi la Russie ferait cela, mais en plus on ne dit jamais quel serait l'intérêt de la Russie à faire ça. Ni l'un ni l'autre. Alors aussi, on nous dit, et pour vraiment souligner la schizophrénie, on nous dit regardez les Russes en Ukraine, pour prendre toute l'Ukraine, il leur faudra au moins un siècle.
Voilà, pour prendre Kiev, il leur faudra 10 ans. Regardez comment ils sont mauvais et leur sous-marin qui a un accident. Regardez, même les Ukrainiens arrivent à taper leur raffinerie de pétrole. Oh là là, qu'ils sont mauvais, les Russes. Et puis bon, leur frappe de drones et de missiles, ça durera pas longtemps. Hein. On a fait un 19e paquet de sanctions. Là, on vous l'assure, la main sur le cœur. Là, ça va vraiment être efficace. L'économie, la russe va s'effondrer. Ah, on vous le jure, hein, on s'attaque à leur flotte fantôme non complètement ridicule. Hein. La flotte fantôme russe, c'est simplement des tankers qui ne sont pas assurés à la Lloyd à Londres. Et oui, comme les Occidentaux ont interdit d'assurer les tankers russes, eh bien, bah, les tankers russes s'assurent ailleurs, tout simplement. Alors certes, ils sont pas en bon état, certains tankers. On est d'accord là-dessus. Mais les tankers sont assurés. Voilà. Alors ils sont assurés via des assureurs russes, chinois ou indiens. Donc, mais là, les tankers russes en général de la flotte fantôme sont assurés, mais via d'autres assureurs, comme je viens de vous le dire, des assureurs russes, chinois ou indiens et autres, hein, bien entendu. Voilà. Donc tout ça est proprement ridicule. Ça fait partie du narratif évidemment général, une nulle surprise. Mais en attendant, on peut se demander pourquoi toute cette schizophrénie, toute cette folie, toute cette menace russe. Alors vous m'avez déjà entendu parler dans beaucoup de vidéos où je vous disais que l'Union européenne cherche une guerre avec la Russie. Donc pourquoi chercherait une guerre avec la Russie, vous allez me dire? Ça l'apporterait quoi à l'Union européenne? Bah absolument rien. En réalité, l'Union européenne veut bien une guerre avec la Russie, mais une guerre contrôlée. C'est-à-dire une guerre où ça commencera à taper un petit peu et ça s'arrêterait aussitôt. C'est comme ça que je le vois. Eux, ils veulent une guerre pour donner corps à leur narratif ridicule, sans queue ni tête, qui est que la Russie envahisse l'Europe. Alors comme personne n'y croit vraiment en réalité, il n'y a que eux qui poussent cela, avec évidemment la complicité des grands médias, mais personne n'y croit vraiment. Évidemment, tellement c'est ridicule. Alors ils le savent que ça ne pourra pas durer éternellement. Donc il faut qu'ils donnent un petit peu corps à tout cela. Donc eux, ils voudraient une véritable guerre avec la Russie, mais contrôlée, dans un petit bout de pays baltes par exemple, et puis que ça s'arrête rapidement. Bien entendu, ils veulent pas une guerre totale avec la Russie. Ils savent très bien qu'ils se feraient exterminer. Ils n'ont strictement aucune chance. D'autant plus qu'il est vraiment, vraiment pas sûr que les États-Unis interviendraient en réalité avec une véritable guerre entre l'Union européenne et la Russie. Connaissant Trump, il est bien possible, et là ce n'est que mon humble opinion, il est possible que Trump se dise je ne vais en aucun cas aider l'Union européenne, comme ça la guerre sera finie en quelques jours, au maximum quelques semaines, ça sera très vite fini, donc il n'y aura pas trop de dégâts de l'un et de l'autre, on pourra reprendre comme d'habitude, tout le monde va se rabibocher, et après, hop, tout va redevenir comme avant. Le moins j'interviens, le plus vite la guerre serait terminée. C'est comme ça que je le vois, ce n'est que mon avis personnel. Donc voilà, l'Europe, l'Union européenne ne veut pas d'une guerre totale avec la Russie, elle veut une petite guerre pour donner corps à son narratif, afin de pouvoir passer des budgets complètement hallucinants, quitte à détruire leur propre pays, mais volonté de l'État profond oblige, évidemment ça passe bien avant tout le monde, bien avant les gens, bien avant la justice, bien avant les hôpitaux, bien avant l'école, etc., etc. Donc ils sont prêts à détruire complètement leur pays afin que le complexe militaire industriel soit beaucoup plus fort en Europe pour soi-disant contrer la Russie. Alors évidemment tout ça n'a absolument aucun sens en réalité puisque là il voit bien que les extrêmes droites comme on dit, c'est-à-dire les partis souverainistes commencent à prendre du poil de la bête et au bout d'un moment il y aura un raz-de-marée. Mais malgré qu'il voit bien tous les signes évidents pourtant, hein, évidents en Géorgie, en Moldavie, en Roumanie,
en Tchéquie, ils voient tous ces signes, ils les ignorent parce qu'ils ne connaissent pas la marche arrière. Donc ils continuent de l'avant, il y a une fuite en avant, et ils ne connaissent que ce logiciel-là. C'est-à-dire, il faut absolument que l'État profond soit content. Et oui, c'est la seule raison logique à tout cela. Donc ils suivent les instructions à la lettre, ils ne reculeront devant rien, et ils se sentent en totale impunité dans leur plan, puisqu'ils ont mis depuis 40 ans leurs sbires dans toutes les strates du pouvoir de l'Union européenne. Donc là, comme tout leur appartient, entre guillemets, eh bien, il n'y a plus que le peuple qui devient gênant. Voilà, et pour contrer le peuple, eh bien, on a deux choses. On a le DSA, le Digital Service Act, qui permet de censurer tout ce qui ne va pas dans le sens de l'Union européenne, de brider la liberté d'expression, etc. Et on a le fameux bouclier démocratique, voilà, qui permettra de contrôler les élections de tous les pays de l'Union européenne. Donc dès qu'un parti sera contre l'Union européenne, il sera interdit. On ne pourra plus voter pour ce parti-là. Donc DSA plus bouclier démocratique, l'Union européenne va être totalement tranquille, quoi que fassent les peuples. Alors maintenant, le peuple n'aura plus que deux outils pour pouvoir contrer l'Union européenne, un coup d'État militaire, donc fait par les militaires, ou alors une révolution ultra massive du peuple, donc du peuple qui va dans la rue et éventuellement faire des dégâts. Le peuple n'aura plus que ces deux options-là in fine, je dis bien in fine, dans le cas le plus extrême. Évidemment, on n'en est pas là, on en est encore très loin. Mais à la fin, si l'Union européenne continue comme ça, il ne restera plus que ces deux solutions-là pour que les peuples européens s'en sortent. Tout du moins, ce n'est que mon avis. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.